quelques gars, désolé, c'est principalement des hommes, c'était terrible, à l'époque on ne considérait pas que l'égalité homme-femme était aussi importante que maintenant. Donc ce petit groupe, une quinzaine de personnes, étaient des militants d'une cause, des énarques d'entre eux, donc il n'y avait pas beaucoup de cheveux, moi je les appelle les chevelus de l'intérieur, parce qu'ils précédaient de quelques années 1968 avec cette idée qu'il fallait se reconnecter à la question de la nature. Et au sein de l'appareil d'État, ils inventent un machin très bizarre. D'ailleurs, le général de Gaulle l'appelait le bidule, puis au fur et à mesure, les Richard, qui sont pas armés, a réussi à convaincre que c'était quand même qu'il fallait continuer à aller, ça ne coûterait pas très cher, voire même ça ne coûterait rien du tout, et ça pourrait nous rendre quelques services. Pourquoi est-ce qu'on a inventé en 1964-65 cette figure-là? C'est d'abord et avant tout parce que la fabrication des parcs nationaux a produit, en 1960, un traumatisme terrifiant. On voulait faire la protection de la nature à la manière des bulldozers, en interdisant, avec le règlement, avec l'autorité. Et ça a produit quoi? Ça a produit de la détestation de la protection de la nature dans les campagnes françaises. Les gens n'ont pas voulu cette protection de la nature. Et donc, la réaction, c'est de dire, on ne sait pas comment faire. Regardez ce qui se fait bien ailleurs, essayez de nous l'inventer pour la France. Donc les parcs naturels régionaux commencent avec l'idée, ça va marcher 5-6 ans juste pour nous donner un peu des idées, puis après on passera à autre chose. Ou alors, ça va marcher super bien, c'est une très belle carte de 1966, et si ça marche très bien, ils ont dessiné la carte de France, toute verte, à la manière, tout en parc naturel régional, sauf quelques villes, les métropoles d'équilibre et les 3 locomotives françaises. Bon, bien sûr, aucun de ces deux scénarios n'a fonctionné, mais bon, il faut se réclister quand ils font des scénarios, ça ne marche pas. Et donc, on se retrouve avec une figure aujourd'hui, 50 ans après, qui est très semblable à l'inspiration de départ. Donc, les parcs naturels régionaux ressemblent à ce qu'on a cherché à inventer comme société nouvelle, manière de vivre différemment entre soi, dans des formes très nouvelles. Parce qu'au point de départ, les parcs naturels régionaux voulaient inventer une manière de vivre à la campagne avec des urbains. J'aime bien commencer par dire ça. Surtout ici, où tu sais que la question urbain-rural n'a pas tout à fait la même nature que quand on fait le même genre d'exposé au lieu d'une assiette centrale. Oui, les parcs naturels régionaux ont été inventés pour penser autrement l'urbain. C'est pas du tout un truc fait pour loin de la ville. Non, c'est fait pour être avec la ville, avec de la ville, et faire de la ville autrement. Quand ils font ça dans les années 60, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent, ils réinventent, ils anticipent, je ne sais pas comment il faut le dire, je ne sais pas quelle date il faut utiliser, la valeur qu'il y a au sein des parcs naturels régionaux, c'est-à-dire qu'ils sont culturellement naturels. Ils sont culturellement naturels. Ce pas des objets naturalistes, pas du tout. Ils sont culturellement en train d'imaginer qu'il faut réfléchir à la nature différemment. Et donc ça, c'est en gros ce que veulent la plupart des urbains aujourd'hui. Toutes les métropoles veulent ça. Quand on regarde concrètement ce que sont les objets d'opinion dans les villes, on veut quelque chose que les campagnes ont. C'est la raison pour laquelle une grande partie des gens cherchent à s'en aller d'un mode de vie de la grande densité, de la hauteur, de la grande ville. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques, parce que ce n'est pas encore le modèle, mais une très très belle enquête, excusez-moi, pour ceux qui m'ont déjà entendu dire ça, c'est le principe de base universitaire, on se répète. Donc je vais me répéter encore une fois, mais une très très belle enquête, c'est l'IPOF qui est refaite tous les 2 ans, où il montre que quand on a la possibilité de déménager, on dit aux gens, si vous avez la possibilité de déménager, avec le même niveau d'emploi, exactement, c'est le même pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes prêt à déménager et où vous seriez prêt à déménager? Et puis il y a une autre question, c'est en combien de temps vous seriez prêt à déménager? Eh bien, les Parisiens sont à 2 tiers prêts à déménager de Paris dans la semaine. Et je crois qu'ils ont dit qu'ils venaient à Saint-Malo. L'idée, c'est que, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit trait d'humour? C'est juste l'idée que, voilà, on est dans un mouvement de civilisation qui ne date pas d'aujourd'hui, de la décennie. Hein. Ça date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc les parcs s'inscrivent dans l'idée que, effectivement, il faut plus de villes, il faut plus d'urbanité, il faut plus de modernité, il faut plus de technique, il faut une vie autrement. Ça, on sait, c'est bon, on l'a. Mais pas quitter la nature. Pas quitter le contact qu'on a avec la nature. Et la nature, c'est quoi? On ne sait pas très bien. C'est plein de choses. Quand on analyse concrètement, ce qui revient en premier lieu, c'est de l'arbre. Il faut voir des arbres. J'espère que pour les plus avancés dans la réflexion sur la nature, vous allez trouver ça pauvre. Mais comme ça, on l'a pas massivement, eh ben, il faut commencer par ça. Donc les parcs naturels régionaux commencent avec il faut fabriquer des endroits où les urbains vont pouvoir venir voir des arbres et il leur faut des bancs et des poubelles. C'est des aires de récréation pour que les urbains se déstressent et qu'ils ne nous fassent pas une catastrophe.
Parce qu'à l'époque, on considérait, et je dis à l'époque, je ne sais pas exactement comment je parle, parce que je pense que nous sommes encore dans cette époque, nous avons peur d'une ville qui explose. Et donc, il nous faut absolument la campagne, juste pour équilibrer la société. Donc, les parlementaires régionaux commencent comme ça. Ils disent il faut qu'on investisse. Bon, je vais vous dire 5 choses. La première chose, je viens de vous la dire. Au cœur des parcs, et à quoi ils servent, c'est à défendre des valeurs qui dépassent le moment, qui sont relativement intemporelles, enfin, en tout cas qui évoluent, mais plus lentement que nous. Avant qu'on invente le vocable développement durable, les parlementaires régionaux disaient déjà qu'il faut faire quelque chose pour nos petits-enfants. Ce n'est pas notre génération, ce n'est pas la génération suivante, c'est encore plus loin. Donc ce que vous avez entendu avec votre nouveau parrain, je suis très très fier, alors je le mettrai dans mon CV, j'ai fait la deuxième intervention après Nicolas Hulot. Il a été le parrain, j'espère que vous n'allez pas me demander d'être la marraine. Merci. En tout cas, ce que je trouve très intéressant avec ce que vous avez sûrement entendu de Nicolas Hulot, c'est que voilà, effectivement, cette recherche de valeurs, elle est transpartisane, c'est pas écologiquement, enfin, c'est pas le parti écologique qui reprend ça, c'est pas un certain type de vote, c'est pas un certain type de mesure. On voit bien que ça prend une autre dimension. Donc les partis disent il faut commencer par travailler là-dessus. Mais doucement, hein, modestement, hein, pas faire. C'est pas du greenwashing, c'est vraiment l'inverse du greenwashing. Par contre, je ne cherche pas à colorer en vert quelque chose qui ne serait pas. C'est pas du tout leur objet. À tel point même qu'ils ont réussi leur pari, qu'ils sont connotés par cette valeur-là, c'est qu'en 1998, les parcs ont essayé de fabriquer une marque de parc pour pouvoir être donnés à des produits et des services, pour que les gens qui travaillent dans les parcs régionaux, qui vendent dans les parcs régionaux, ils trouvent une plus-value directe, une plus-value au sens économique, au sens de la valeur d'échange. Quand ils ont voulu essayer de faire ça, les fédérations des parcs, ils ont fait une petite enquête de notoriété. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'enquête de notoriété, c'est on demande aux gens, ce vocable-là, c'est positif, négatif, il code, il coche, il colorie, ça. Bon. C'est une manière de mesurer comment est-ce que les mots sont portés par les gens. Voilà. Donc Nike est à 75%. Voilà. Quand on dit aux gens Nike, l'image que Nike porte, c'est déjà inscrit chez les gens, à 75%. Et bien les partenaires régionaux, c'est 78%. La connotation positive associée aux partenaires régionaux, c'est supérieur à ce que les grandes marques font, sachant que les grandes marques mettent un argent dingue, polluant de fou, pour un polluant de dingue, pour pouvoir faire du marketing et défendre leur marque. C'est dingue, c'est 3 quarts à peu près du prix hein, de ce qu'on achète. Ben non, enfin nous je mets dans le paquet. Enfin, moi je ne suis pas partisan, j'ai plus de parcs ou moins de parcs, ça ne change rien pour ma vie à moi, si ça fait un peu plus d'enquête, on en a plus. Mais sur le fond, je dis nous parce que je me sens très engagé dans cet objet qui est très bizarroïde pour faire la recherche, et je pense très bizarroïde pour faire la politique. Juste un petit mot pour que... Qui parmi vous est élu? Élu local? D'accord, donc c'est une grosse moitié de l'Assemblée. Et qui a envie d'être élu? C'est trop tôt, ok, on pose un 5, parce qu'on est début 2020. Qui ne voudrait pas être élu aux prochaines élections municipales? Il suffit de pas se présenter. D'accord. Non mais il y a une défection dans le monde politique, sauf pour les partenaires régionaux. Il y a un peu moins de défection, c'est une petite étude qu'on a faite, il y a un peu moins de défection au mandat politique dans les parcs. Et alors je vais tout de suite vous dire autre chose, c'est que cette valeur à la forte, c'est vraiment une valeur du bien commun. On essaie dans les partenaires régionaux de défendre quelque chose qui est de l'ordre du a priori on va habiter mieux, on va voisiner mieux, on va cohabiter mieux dans un parc. Enfin en tout cas on vise ça. On vise à porter des valeurs qui sont des valeurs qui nous transcendent. Et en gros, les entreprises essaient quand même globalement de fabriquer des produits pour qu'on vive mieux. Les administrations, les associations, enfin a priori, on est quand même globalement tous pas tournés que vers le mieux, mais un peu aussi ça. Donc, dans les parcs, il y a un peu moins de défection politique parce que le travail y est souvent plus intéressant. Le travail politique dans les parcs prend une autre dimension. Enfin, en tout cas, les nombreuses, très nombreuses enquêtes que j'ai fait auprès d'élus locaux, notamment d'élus qui n'avaient jamais eu de mandat politique, qui étaient juste adjoints, ou des fois conseillers municipaux. Les élus ne savent pas trop quoi faire de ce parc, on n'envoie pas un adjoint, comme on entend de la commune, on envoie un conseiller municipal, celui qui arrive en retard à la réunion, tu vas. Et souvent, celui-ci revient en disant c'est pas gênant ce qui se passe. Parce que moi j'ai des certitudes, je repars avec les certitudes des autres. J'ai amené des trucs, ça a été pris par les gens qui sont là, et c'est parti, ça m'a échappé. Et donc c'est une forme d'action municipale, plurimunicipale,
Pour moi, le parc, c'est ça. C'est un des derniers grands outils plurimunicipaux. C'est les maires qui sont à la manœuvre dans le parc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls à être à la manœuvre, mais c'est un outil municipal. C'est-à-dire que si vous, élus municipaux, vous ne voulez pas du parc, il suffit de le dire au moment de la délibération, vous n'avez pas de parc. C'est aussi simple que ça. Si tous les autres le veulent, le parc, l'État, la région, les départements, les intercommunalités, si tout le monde veut ça, et que vous ne voulez pas, ben, à la phase finale de décision, vous ne l'aurez pas. Alors, évidemment, c'est une mauvaise manière de procéder. Il faut toujours faire les phrases en positif, dans l'autre sens. Si personne ne veut le parc, vous ne l'aurez pas. Moi, pas non plus. Si les autres ne veulent pas tellement, moyennement, l'État n'est pas très chaud. On va revenir parce que vous avez cité le CNPN, qui est juste une instance de certains de mes collègues, et de quelques autres. C'est une instance qui émet juste des avis. Je vais dire un petit peu de mal du CNPN, à la seule condition, c'est que vous vous engagez devant moi, là, on est filmé, on va enregistrer. Parce que vous ne répétez pas ça à mes amis, qui restent des amis collègues. Enfin, mes collègues amis. Le CNPN émet des avis pour le ministre. Et le CNPN a dans son titre protection de la nature. Et je viens de vous dire que les parcs naturels régionaux ont été inventés pour faire la protection de la nature plus intelligente que ce que l'on fait habituellement pour protéger la nature. En France, qu'est-ce que c'est la protection de la nature? Les parcs nationaux, c'est le phare. Qu'est-ce que c'est un parc national? C'est un règlement, décret, qui dit on prive tout usage, enfin on prive les habitants de cet usage de l'espace, parce que vous avez le droit de faire ça, et vous avez le droit de faire que ce qui n'est pas inscrit. Et tout est inscrit. Donc au final, c'est quand même, en matière de liberté, pas le top. Alors moi je cite un très très bon exemple, pour expliquer pourquoi ça ne marche pas, cette manière de protéger la nature. Très bien, ça ne marche pas très bien. Ça marche pour les choses essentielles, mais ça ne marche pas très bien. Parc des Écrins, excusez-moi, je vais parler des montagnes. Je sais, c'est très exotique. Il a neigé chez nous la semaine dernière. Donc nos montagnes sont effectivement fragiles, de plein de manières différentes. Donc on a décidé de faire un parc national des Écrins, et on a décidé bien sûr, à l'entrée du parc, d'expliquer le règlement. Il est interdit de cueillir des fleurs, sauf ce que votre main peut contenir. La main contient un certain nombre de fleurs, donc évidemment, tous les touristes qui passent voient le panneau et disent « Ah, on a le droit à une main de fleurs !» Et ils cueillent une main de fleurs. Et disparition de la biodiversité. Alors, surprise, ils ont enlevé le panneau. Enfin, ils ont enlevé dans le panneau le fait qu'on avait le droit de ramasser les poignées de fleurs. C'est marqué interdiction de ramasser les fleurs, sans donner le détail de la loi. Avec amende, marqué 160 € d'amende si on prend en infraction. Et là, hop, la biodiversité a repris. Si on dit aux Français qu'ils n'ont pas le droit de faire jusque-là, on vient jusque-là. Voilà. C'est un peu le principe de la protection de la nature dans les cultures catholiques, chez les cultures protestantes. Si c'est interdit, c'est interdit. Et là, il y a un truc très étonnant qui s'est passé en France, il y a des très belles études qui montraient que quand on veut protéger la nature, il faut des flics partout, il faut de la police partout, de la police environnementale partout, sinon on n'arrive pas à faire très bien. Et donc dans les parcs nationaux, ils n'arrivent pas à faire très bien. Les PNR y arrivent presque mieux, sans interdiction, sans aucune interdiction. Il n'y a, alors je me l'ai, parce qu'il y aura un contrôle à la fin de l'examen, à la fin du cours, il n'y a aucune interdiction dans un parc naturel régional. Est-ce que quelqu'un est contre ce principe-là? Merci beaucoup. Vous venez de passer en deuxième année. Mes étudiants, il leur faut une année avant de comprendre ça. Parce qu'il y a parc et il y a naturel dedans, donc on est tous persuadés qu'il y a effectivement des réserves d'Indiens avec des gendarmes qui interdisent de cueillir, de chasser. Non, il n'y a rien, aucune interdiction dans un parc naturel régional, aucune interdiction, ce n'est que le droit commun qui s'applique. Le droit commun environnemental français il est assez exigeant. Si on l'applique très très bien, on a un bon niveau de protection. En gros, ce que vous allez faire quand vous allez délibérer dans vos communes, c'est d'accepter finalement qu'on s'engage mutuellement entre nous, etc., dans les associations, les corps intermédiaires, tout le monde s'engage à respecter un peu mieux la nature que ce que l'on fait ailleurs. C'est ça la culture de la nature. Donc pas besoin de police d'environnement, on y arrive autrement. Alors là où je dis que les parcs, les PNR ont une vraie réussite, c'est parce qu'ils fabriquent du lien. C'est la deuxième grande idée que je peux vous dire. Ils arrivent à fabriquer du lien entre des publics différents, des formes d'action différentes, et finalement une manière de s'investir dans l'action qui est chacune responsable. Chacune de ces manières est responsable. Et c'est ça qui est étonnant dans les parcs naturels, vraiment étonnant, c'est qu'ils parient sur le lien et non pas sur le résultat direct. Ils préfèrent, les parcs en général, ils préfèrent dire si le lien fonctionne bien entre les gens, alors à la fin on aura le résultat. Ça va produire de l'action. Donc cette capacité à relier des choses différentes, des écologistes, des écologues,
et des chasseurs ou des pêcheurs, des gens qui ont un certain regard sur la nature et d'autres qui ont une autre culture de la nature, et de les faire travailler ensemble. Ou des propriétaires et des touristes. Des gens qui veulent protéger leur propriété et des gens qui veulent la fréquenter, etc. Donc il y a cette forme de souci à la relation, elle est là aussi très moderne dès le démarrage. Mais ils n'en font pas des tonnes. Les PNR n'en font pas des tonnes sur cette histoire-là. Ils ont des très bons résultats, on les a mesurés. Par exemple, on essaie de mesurer les conflits juridiques liés à la nature, à la protection de la nature. Eh bien, il y a dans les parcs pas de conflit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu déclenché. Ça veut dire que quand ils sont déclenchés, ils ne vont pas jusqu'au juge. Ils ne vont pas jusqu'à la fin du procédé qu'on a prévu pour eux. Vous savez que la moitié des procès au tribunal administratif, l'encombrement des juridictions administratives françaises, c'est lié à des problèmes de voisinage. C'est lié aux interactions, aux liens, aux relations que les gens ont entre eux. On est dans une société qui souffre de ces relations. Nous sommes dans des liens qui ont été déconstruits par plein de choses et qui, évidemment, ont des effets directs, notamment celui où la nature prend le coup. Bon, voilà, c'est la nature qui paye une partie de nos difficultés de lien. Voilà, donc ce que moi je trouve très intéressant dans les PNR, c'est d'étudier ces parties-là. Vous voyez, quand vous dites qu'il n'y a pas de statistiques qui font ça, c'est d'anthropologie. Juste un petit élément de preuve, parce qu'un scientifique peut amener des éléments de preuve. On a fait une enquête en ligne. On a demandé aux 51 parcs de nous fournir 100 adresses de gens, adresses mail, de gens qui sont dans les instances du parc, de la gouvernance, des gens qui sont dans les associations, des gens qui habitent, qui connaissent un petit peu, des gens qui ne connaissent pas. Et on a envoyé la même enquête à tout le monde, et on a proposé aux gens, donc déjà un taux de réponse stupéfiant, les 3/4 des gens nous ont répondu, stupéfiant, et sur cela, un très grand nombre de gens, on a une question finale qui était est-ce que si on pouvait prolonger l'enquête en ligne, juste à cocher sur les cases, par un entretien téléphonique, est-ce que vous accepteriez? Tout le monde voulait être interrogé. Et quand on a interrogé beaucoup, on a embauché des batteries d'étudiants, pas très cher, pour pouvoir enquêter, parce que voilà, on voulait absolument avoir le plus possible d'enquête et d'écoute de ça. Et qu'est-ce que nous ont dit les gens? Ils nous ont dit mais nous, on adore le parc, et à chaque fois qu'on a des raisons différentes. Et il y avait plein de gens qui adoraient le parc, mais qui ne connaissent pas le parc, qui ne connaissent pas les élus du parc, qui ne connaissent pas l'équipe technique du parc. On s'en rend compte, il y a plein de gens qui collaient l'étiquette dès que le parc était créé. Vous savez, un petit autocollant, les voitures, il y a des autocollants. On a couru après les voitures pour savoir pourquoi il y a des autocollants. On demandait aux gens, je ne peux peut-être pas considérer que les universitaires sont fous, je sais un peu, mais on a donné des enquêtes aux gens pour savoir pourquoi est-ce qu'ils collaient l'autocollant. Et ils collaient par identité. Voilà. Ils ont repéré qu'il y avait une forme de lien qui leur paraissait vertueuse. Ces liens sont vertueux, ces relations sont vertueuses. Donc, du coup, voilà, vous allez dépositer à quelque chose pas, vous allez dépositer un truc que vous n'aurez pas construit. Et donc, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a de l'action dans le parc. Il y a beaucoup d'action dans le parc. Mais là, alors là, c'est peut-être le plus difficile à faire. C'est aussi pour vous dire qu'il n'y a pas d'action réglementaire, mais c'est une action indéfinissable. Parce que chaque parc va le définir un peu différemment. Parce que les parcs n'ont pas de compétences d'action. Ils n'ont pas de compétences au sens de l'action publique. Ils n'ont pas quelque chose à faire a priori. Il n'y a à faire dans un parc que ce que la charte du parc décide de faire. Et ce qu'on fait au fur et à mesure. Parce que la charte prévoit plein de choses, et puis il y a plein de choses qui arrivent au cours de l'autre. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est quand on voit aujourd'hui dans l'aménagement du territoire, tel que l'aménagement du territoire est en train de se recomposer, on voit le principe du XXL qui arrive. C'est-à-dire, on veut des grandes régions, des grandes intercommunalités, des villes qui soient des grandes agglomérations, des grandes métropoles, des choses qui grossissent. Et ce XXL est accompagné d'un grossissement des compétences. On intègre les compétences, on les met tout ensemble, on en enlève pas mal aux communes, on en enlève un petit peu aux départements, mais l'idée c'est ça, c'est d'arriver là où on a, de les faire grossir. On peut considérer que ce mouvement-là, il est parti pour durer. Le mouvement XXL vient de commencer, là, il y a quelques années. En général, les mouvements, c'est 10-15 ans. Donc là, on va être 15 ans de XXL. Ne vous inquiétez pas, après, il y aura Small is Beautiful. On reviendra, parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à régler les trucs. En fait, ce truc-là, c'est voilà, depuis 15 ans, depuis 50 ans, on a un petit coup de XXL, un petit coup de moins, XS, XXL. Voilà. Donc, comme les parcs sont médians, de temps en temps, ils souffrent parce qu'il y a trop grand, et puis de temps en temps, ils souffrent parce que c'est trop petit. Mais au final, ils sont toujours servis. À chaque fois que les parcs ont été en danger, au final, ils sont sortis renforcés. Mais ils ont continué à dire on est en danger, c'est dangereux pour nous, l'époque est dangereuse pour nous. Presque une espèce de complainte. Ça fait partie du job, le président de parc. C'est une espèce de complainte. Voilà.
Il faut toujours un peu. Mais au final, c'est un jeu de rôle assez intéressant. Parce que quand on regarde depuis 50 ans, il n'y a pas beaucoup de structures qui ont duré 50 ans dans l'histoire de la vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand ils agissent? Ils agissent non pas au titre d'action publique. S'il y a des très bons pour agir au titre d'action publique, il faut les laisser faire. Hein. Si vous avez une région qui dit ouais, moi je sais faire, des départements qui disent ouais, moi je sais faire des ENS, espaces naturels sensibles, voilà. Laissez faire. Les parcs naturels régionaux n'ont aucun intérêt à faire quand il y a un XXL qui veut faire avec du lourd. S'il veut faire avec du lourd, il va lever de l'impôt. Les parcs ne font jamais l'impôt, je pense qu'ils ne font jamais l'impôt, même pas l'impôt écologique. En tout cas, s'ils le font demain, pas très bon signe pour eux. C'est-à-dire qu'ils commenceront à avoir une légitimité d'action publique et devront rendre des comptes auprès des autres, et donc ils seront concurrents des autres. Et à chaque fois que les parcs sont apparus comme concurrents des autres, ils ont eu des ennemis. Les parcs ne sont pas là pour être concurrents de quoi que ce soit. Pas des maires, pas des intercos, pas des agglos, pas des départements, surtout pas des régions. Jamais, 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 jamais. Donc c'est ça qui est un peu difficile, quand on crée une structure, on a envie qu'elle devienne une institution. C'est un peu le truc normal, c'est le biais français. Voilà. On crée une organisation, on a envie que ce soit une institution. Ben non. Les parcs ne sont pas des institutions, ou alors vous appelez des institutions faibles, enfin moi j'appelle des organisations fortes. Pourquoi ce sont des organisations fortes? C'est parce qu'elles agissent dans le registre de mission. Elles en ont 5, et seulement 5. Et c'est vrai depuis le début, presque. Dans le cas du début, c'est très simple. Pour les résumer très simplement, là aussi je le fais de manière à la course, hein, mais la première, j'aime bien dire que c'est la première, elles doivent d'abord développer en protégeant. Si elles ne développent pas, si ces organisations ne développent rien, si elles n'ont pas le souci du développement, elles ne rendent pas service. Parce que c'est ça, c'est vraiment là où il y a la spécificité de mon point de vue. Développer en protégeant, ça veut dire qu'on a le souci toujours de la culture de la nature et qu'on essaie de faire avec cette culture de la nature. On ne développe pas n'importe comment. On a un développement soutenable, responsable, éco-responsable. Deuxième chose, on protège en développant. Ceux qui veulent se servir d'un parc régional pour protéger stricto sensu, telle espèce, tel espace, tel cours d'eau, contre tel méfait, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas très opérationnel, c'est pas fait pour ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on protège par des processus de développement. Donc on est dans du micro, hein, c'est des interventions petites. Troisième grande mission, c'est l'éducation. Et c'est vraiment là où ils sont le plus forts. Vraiment là où ils sont le plus forts, parce qu'il n'y a pas grand nombre d'autres qui le fait. Pas grand monde qui a ce souci hein, de l'éducation à l'environnement, l'éducation au territoire. Et donc, là aussi, un tout petit exemple. Pourquoi est-ce qu'on trie tous nos déchets aujourd'hui? C'est parce que dans les années 70, il y a quelques farfelus qui m'ont dit mais c'est normal de jeter autant. Et pourquoi est-ce qu'on a un rêve? Ils ont longtemps, les partenaires régionaux, les farfelus c'était les partenaires régionaux, enfin, c'était pas les seuls, mais il y en a quelques-uns qui ont tenté ça. Et ils ont tenté ça comme d'habitude, avec les adultes. Les adultes qui ne pouvaient pas trier. Donc ils ont dit on va travailler avec les enfants. Et pendant presque 15 ans, il y a eu des programmes pour que les écoles commencent à trier. Les enfants trouvaient ça super, très malin, les enfants sont devenus des adultes, ils ont convaincu leurs parents, et hop, on arrive à quelque chose d'étonnant. Mais il faut une génération, 2 générations. Voilà, donc l'action des parcs, elle est indirecte, elle est toujours avec des partenaires qui sont très forts. Troisième idée, c'est l'action. Quatrième idée, je veux dire, c'est les partenaires. Pourquoi ils agissent pas beaucoup tout seuls? Parce qu'ils ne peuvent rien faire tout seuls, ils n'ont pas beaucoup de moyens de faire tout seuls. Ils font avec des partenaires. Et c'est ça, c'est très génial. Ça, c'est vraiment très génial. Parce que les parcs qui font très bien, à la fin, c'est les partenaires qui coupent les rubans. C'est les partenaires qui sont identifiés comme étant les porteurs de résultats obtenus. Et les parcs ne sont pas super forts pour dire oui, mais rajoutez un petit logo, et puis faites le prochain logo, puis non. Si c'est des agriculteurs qui font, à la fin, c'est des agriculteurs qui auront fait. Même si c'est avec du soutien des parcs. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui nous laisse penser qu'ils sont tout à fait dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent faire tout seuls, quelles sont les instances publiques qui veulent faire tout seul? Même l'État, quand l'État dit on veut faire tout seul, allez, on va donner au préfet le soin de faire pour l'État. Les préfets sont complètement démunis.